Pour ce Zoom, mon invité est Amine Elbaï. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être à TVL. Juriste en droit public, la France vous a découvert après une enquête de M6 dans Zone Interdite en janvier dernier, dans laquelle vous témoignez votre combat face à l'islam radical. Insulté, tuer un musulman qui salit les musulmans, menacé de mort, vous êtes dorénavant sous protection policière, ce qui ne vous empêche pas de publier un livre dont le titre révèle votre détermination. Je ne me tairai pas, c'est chez Robert Laffont et c'est en vente sur tvl.fr dans la boutique de TVL. Il y a, Amine Elbaï, dans votre combat pour briser l'omerta face à l'islamisme, un acte fondateur, vous l'écrivez, il se déroule le 24 août 2014, vous avez 18 ans et votre sœur Leïla part en Syrie rejoindre Daesh. Comment, je vous cite, l'opposé d'une jeune fille secrète, sérieuse et rangée peut du jour au lendemain tout quitter pour une telle extrémité? D'abord, bonjour, vous avez raison. La question que vous posez, elle est extrêmement importante. C'est la question que me posent tous mes amis, tous celles et ceux qui me connaissent depuis maintenant 8 années d'engagement sans relâche face à l'islamisme. En août 2014, j'ai effectivement assisté au départ de ma propre sœur, qui est partie rejoindre une organisation terroriste. Mais mon engagement ne commence pas là. Il commence quelques mois plus tôt, où moi-même, je fais le choix de signaler sa radicalisation au numéro vert à l'époque, Stop Djihadisme, un numéro qui était rattaché au ministre de l'Intérieur et qui permettait de remonter un certain nombre de questions, de questionnements sur la radicalisation d'un proche. À l'époque, ce numéro vert n'était pas géré directement par les services de police, mais par des intermédiaires, la plupart formés par des bénévoles, et qui n'avaient pas encore pris la mesure des enjeux à venir, puisque, souvenez-vous, en 2014, nous étions bien avant les attentats, et une bonne partie de la population française ne se retrouvait pas et ne comprenait pas ce qu'était l'idéologie islamiste et ce qu'était la menace terroriste. Malheureusement, j'ai assisté impuissant effectivement à la radicalisation de ma propre sœur, mais pire, à son départ en Syrie. Et depuis son départ, je ne me suis jamais relâché, parce qu'à mon sens, il n'y a pas de fatalité face à l'islamisme. J'ai toujours pris la parole, je me suis toujours battu. J'ai d'abord commencé par m'engager, en allant expliquer, en allant aider, en allant aussi alerter. Alerter sur l'existence de la radicalisation, parce qu'en 2014, beaucoup de personnes ignoraient, et même parfois réfuter l'existence même de l'idéologie islamiste et de son impact sur les jeunes d'aujourd'hui. Donc mon premier combat, ça a été celui d'aller alerter, d'aller témoigner, d'aller expliquer et d'aller aider pour empêcher des nouvelles filières djihadistes de partir en Syrie. Amine Elbaï, il y a une difficulté de compréhension et votre engagement, vous le dites, je n'ai pas de fatalité face à l'islamisme, je lutte contre la radicalisation, mais cependant, malgré cela, vous avez toujours milité aussi pour le rapatriement en France de votre sœur, qui était détenue dans les camps au nord-est de la Syrie, détenue par les Kurdes, elle et ses 2 enfants. Et vous comprenez quand même que ce combat-là soit mal compris? Absolument. Moi, je peux comprendre que ce combat soit mal compris, mais vous oubliez 2 éléments. Le premier élément, c'est que mon combat ne concernait pas forcément le rapatriement de tous les adultes. Il concernait d'abord et essentiellement la protection des enfants. De qui on parle? On parle de 90% de ces enfants qui sont nés sur zone, qui sont âgés de moins de 6 ans, qui sont nés de parents djihadistes, dans des conditions horribles. Moi, j'ai voulu protéger ces enfants. J'ai voulu protéger tous les enfants qui ont été enrôlés, instrumentalisés par l'idéologie islamiste, pour éviter une nouvelle vague de radicalisation, à la fois là-bas, mais aussi ici, en France. N'oubliez pas que la radicalisation islamiste, elle se développe aussi sur le territoire de la République. C'est le premier point. Et puis, le deuxième point. Vous dites que j'ai voulu militer pour le rapatriement des adultes. C'est pas tout à fait exact. J'ai voulu militer pour que les adultes soient jugés. Moi, ce qui m'a étonné pendant tout ce temps, ce n'est pas tant le fait que les adultes n'étaient pas rapatriés, c'est le fait qu'ils n'étaient pas jugés. Et pendant de longs mois, j'ai assisté, bien après les attentats, c'est-à-dire 5 années plus tard, on a assisté au défilé de tous les experts sur les plateaux de télévision, où chacun pouvait brandir son label vu à la télé, et qui pouvait nous expliquer ce qu'était l'idéologie islamiste. C'était très plaisant à voir. Tout le monde s'était trompé. D'une part, nous avions des formations politiques qui nous ont dit qu'il fallait un tribunal pénal international. Cette idée a été abandonnée par toutes les formations politiques.
Cela signifie que beaucoup de djihadistes n'ont pas été jugés, et je parle notamment des hommes, parce que vous me parlez des femmes, moi je veux aussi vous parler de la situation des hommes qui ont fait le choix d'aller tuer d'autres personnes sur zone. Et le troisième point, enfin, c'est que moi j'ai voulu me battre pour qu'ils soient jugés, parce que, souvenez-vous, d'Ayad Boumedienne, complice d'Amedi Koulibaly, lors des attentats de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Il y a eu des journalistes français qui sont morts au nom de la liberté d'expression. Ils sont morts parce que ils ont joui effectivement de nos libertés et de notre liberté d'expression auxquelles nous sommes tous rattachés. Sauf que Ayad Boumedienne, qu'est-ce qu'elle a fait après les attentats ? Elle est partie rejoindre la Syrie. D'ailleurs, sans contrôle. Elle a pu valablement partir depuis la France vers la Turquie après les attentats sans que jamais Ayad Boumedienne puisse être arrêtée. Elle s'est retrouvée ensuite détenue dans un camp kurde en Syrie. Tiens, on aurait pu l'arrêter, Ayad Boumedienne. On aurait pu la mettre dans le box lors des attentats de Charlie Hebdo. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le délibéré en appel sur les attentats de Charlie Hebdo a été rendu. Sauf que, par lâcheté, par inaction, les politiques, de droite comme de gauche, n'ont pas fait le choix de les juger. Ayad Boumedienne, qui était dans un camp kurde en Syrie, aurait pu être jugée si on l'avait effectivement judiciarisée. Elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Sauf que personne ne l'a rapatriée. Qu'a fait Ayad Boumedienne ? Elle s'est échappée du camp kurde en Syrie, qui était sous le contrôle de la coalition internationale, et elle a rejoint à nouveau une organisation terroriste en lien avec Al-Qaïda. Elle est là la problématique. C'est que moi, je vois le problème différemment. Moi, j'estime qu'il faut non pas rapatrier pour les rattacher à notre patrie, non. Rapatrier, c'est le terme juridique. Ça signifie qu'ils doivent être jugés. Si demain, vous pouvez offrir les conditions d'un jugement sur zone, je ne m'y opposerai pas. Sauf qu'à ce jour, aucun État du monde, ni les États-Unis, ni la Russie, ni les États occidentaux ont décidé de juger les djihadistes sur zone. Par conséquent, il se peut que demain, vous ayez encore des djihadistes qui s'échappent des camps. Et d'ailleurs, 2 exemples à ce sujet. Premier exemple, l'évasion du camp de Ain Aissa, au nord-est de la Syrie, où vous aviez 8 femmes françaises qui se sont échappées du camp parce que les Kurdes ont libéré le camp le jour où la Turquie avait envahi le nord-est de la Syrie. Parmi ces 8 Françaises, vous avez 4 femmes qui se sont rendues aux autorités turques. Les Turcs les ont expulsées vers le territoire français, et vous avez 4 autres femmes qui ont été relâchées dans la nature et qui ont pu rejoindre une organisation terroriste. Elle est là, la stabilité sécuritaire. Moi, je ne me suis pas battu pour leur faire plaisir, je me suis battu pour assurer votre sécurité. Votre sœur, elle a été condamnée en France à 30 ans de réclusion, en son absence, bien sûr. Est-ce que vous partagez cette notion de ce sont des bombes à retardement quand elles reviennent en France ? Y compris leurs enfants. Alors, vous parlez des enfants ou des adultes ? Je parle des deux. Ma sœur pas au même niveau, bien sûr. Pas au même niveau, pas avec les mêmes nuances. Et vous avez raison. Ma propre sœur a été condamnée à la peine de 30 ans de réclusion criminelle par défaut, par contumace. Et vous l'avez dit, elle a été rapatriée le 20 octobre dernier afin de mettre en exécution le jugement. 30 ans de réclusion, c'est pas rien. Elle a été incarcérée au centre pénitentiaire de Fresnes. Et d'ailleurs, c'est même l'une des seules Françaises qui, avant même d'être incarcérée, a été placée en garde à vue pour une 2e enquête pénale. Moi, je ne suis pas là pour excuser les engagements, les crimes qui ont été commis. Il reviendra de sa responsabilité de s'expliquer devant la justice de notre pays. Moi, mon combat aujourd'hui, il est tout autre. Mon combat, c'est de veiller, et vous avez raison, à ce que les enfants ne deviennent pas des bombes à retardement, à ce qu'ils puissent être suivis sur le plan psychiatrique, sur le plan psychologique. Et je pense, et moi j'y crois, je pense que ces enfants qui aujourd'hui sont âgés de 6-7 ans, on ne parle pas d'adolescents, la plupart, 90% de ces enfants sont âgés de 6-7 ans. On parle de gamins de 6-7 ans qu'il va falloir désenrôler. Ils n'ont pas eu de part active, je vous rassure, dans l'idéologie. Ils ont quand même été traumatisés par ce qui s'est passé sur zone, par ce qu'ils ont pu voir, par leurs conditions de détention, bien évidemment, parce que les gamins n'ont rien à voir dans tout ça. Ils ont tout perdu au tirage au sort de la vie. Ils ont tout perdu au tirage au sort de la naissance. Moi, j'ai veillé à ce qu'ils puissent avoir un suivi psychiatrique, avec un pédopsychiatre, un suivi psychologique, à ce qu'ils puissent être, d'ici les prochains jours, scolarisés,
et à ce qu'ils puissent, bien évidemment, assurer un avenir beaucoup plus décent. Par contre, vous avez raison. Vous leur direz quoi à ces enfants? Que leur père, c'était un terroriste qui s'est fait sauter? Avant de leur dire qui ils sont, d'abord me rassurer qu'ils ne deviennent pas des terroristes. Et c'est notre honneur, c'est notre fierté d'avoir sauvé ces enfants. Sauver ces enfants pour qu'ils ne deviennent pas des terroristes. Pourquoi? Parce que les islamistes croyaient un jour pouvoir les récupérer pour en faire des bombes à retardement. Sauf que c'est notre combat, c'est notre honneur et c'est notre dignité d'avoir sauvé ces enfants. Et ensuite, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je leur dirai demain? Je leur dirai que bien évidemment, ils vont devoir apprendre à vivre avec ce qu'ils ont vécu. Beaucoup trop de familles ont détourné le regard. Beaucoup trop de familles ont considéré qu'il fallait dédramatiser et dire « Oh, t'étais jeune, c'est tout ». Non, c'est pas tout. C'est grave ce qu'ils ont vécu. Il va falloir les accompagner, il va falloir les aider à vivre avec ce qu'ils ont vécu. Leur dire qu'effectivement, leurs parents ont fait le choix de rejoindre une organisation terroriste et leur apprendre à vivre avec ce qu'ils ont vécu pour former les êtres de culture et les citoyens de demain. C'est ma responsabilité, c'est pour ça que je me suis battu. Et je serai toujours à leur côté pour, je l'espère, faire de ces enfants, sans doute, les citoyens qu'ils doivent être pour demain. Pour rendre à la République ce que la République leur a rendu. C'est-à-dire la République française, aujourd'hui, leur a assuré la protection. Vous avez cherché à voir votre sœur? D'abord, non. Ma priorité, c'était d'aller avoir des nouvelles des enfants. Parce que je pense que les enfants sont les victimes. Ce sont les premières victimes de cette affaire. En second lieu, je ne pense pas, la question n'a pas encore été posée, mais je ne pense pas que je pourrai la voir dans les prochains jours, puisque elle fait l'objet d'une instruction, une instruction pénale, et donc c'est au juge d'instruction de décider si oui ou non on pourra se voir, ne serait-ce que le temps de l'enquête, puisque j'ai été moi-même témoin dans cette procédure, et puis j'ai pas seulement pris la parole sur les plateaux de télévision, je vous rassure, j'ai aussi pris la parole devant l'autorité judiciaire. J'ai été auditionné à plusieurs reprises pour dire justement ce qui s'est passé, pour dénoncer les filières islamistes, pour dénoncer les filières de radicalisation. Donc moi, je tiens à vous dire que dans mon engagement, il y a zéro ambiguïté. Moi, mon engagement contre l'islamisme, il est total, sur tous les fronts. Sur le front médiatique, sur le front juridique et sur le front politique. Et je ne compte pas me taire face aux islamistes. J'ai vécu l'islamisme, je sais ce que c'est, je sais comment ils opèrent, je sais comment ils agissent. Ils agissent sur tous les espaces de socialisation. Ils agissent un peu partout dans la société. Et ils essayent d'ailleurs de créer de la victimisation. Et comprenez bien que si à un moment j'avais relâché les bras, sans doute que les islamistes auraient attendu de moi à ce que je sombre et que j'adhère à un discours de victimisation. Oh, finalement, la France vous a lâché. Rejoignez-nous. C'est ça le message des terroristes. Mais moi, je ne m'y résous pas. J'estime que face à l'islamisme, il n'y a pas de fatalité. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager face à l'islamisme. Allez, on va partir alors dans votre ville, à Roubaix. Et là, on va être sur le front médiatique parce qu'il y a un autre moment qui fait date dans votre jeune vie d'ailleurs. C'est le 23 janvier 2022. Vous crevez l'écran, le terme est juste, en lançant un cri d'alarme dans un numéro de Zone Interdite sur M6 consacré à la gangrène islamiste à Roubaix, qui est, je le rappelle, votre ville. Une enquête édifiante qui, au début, concernait votre rôle de lanceur d'alerte finalement dans l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Aïr, du nom de l'association Ambition Initiative pour la Réussite, 64 000 € d'aide de la municipalité LR en soutien de cette association et en fait du clientélisme qui aboutit à une forme de prosélytisme religieux. Oui, dans ce reportage, moi j'ai voulu d'abord dire tout haut ce que les Français pensent tout bas. Moi je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de politiques, de citoyens prêts à s'engager, prêts à témoigner dans un reportage, prêts à alerter sur l'existence du communautarisme. Et je parle d'existence parce que vous avez une bonne partie de la classe politique qui est totalement dans le déni et qui refuse de voir que certaines rues en France sont clairement communautarisées. Et il n'y a pas de fatalité à dire que certaines rues ont sombré dans le communautarisme. Moi, je ne suis pas là pour pointer les gens, pour pointer les personnes. Je suis là pour dire ce que l'État n'a pas fait, ce que les politiques n'ont pas fait, qu'il y a une contradiction totale, pardonnez-moi, entre les objectifs affichés par nos responsables politiques d'une part et ce qui est réellement exercé d'autre part. Oui, un certain nombre de quartiers sont totalement abandonnés.
Oui, par lâcheté, par inaction, pour pas faire de vagues, par adhésion, par abstention, je le dis, clientéliste, parce que beaucoup nous ont dit que le clientélisme, c'était parfois des subventions à gogo. C'est pas que ça, le clientélisme. Le clientélisme, c'est aussi fermer les yeux sur un certain nombre de pratiques. C'est ce que j'ai voulu dénoncer à travers ma prise de parole. C'est ce qui a été démontré à travers le reportage de Zone Interdite, et chacun pourra faire son propre état de conscience. Moi, en tout cas, je suis conscient. Moi, je sais où je vis. Je vis dans une des villes les plus pauvres de France. Une ville aux 97 nationalités. Une ville où il est temps de poser aujourd'hui sur la table, je le dis, le fameux débat sur la culture française, sur ce que nous sommes, nous, les citoyens français. Moi, je suis un enfant d'immigrés, mais je veux que la France reste la France. Et pour que la France reste la France, eh bien, il faut être capable de voir ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, sous nos rues, devant vos femmes, devant vos enfants. Ce qui se passe, c'est que nous accueillons aujourd'hui une population immigrée, mais pas n'importe laquelle. C'est une immigration incontrôlée qui n'a absolument rien à voir avec l'immigration d'hier, qui a accueilli nos parents, qui a accueilli nos grands-parents, en particulier à Roubaix, en particulier dans les mines de charbon, dans le bassin minier. C'était une immigration ouvrière, une immigration du travail, où tout le monde se retrouvait par la culture, où tout le monde se respectait pour ce qu'il était, où tout le monde se retrouvait autour de la valeur travail. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. L'immigration d'aujourd'hui, c'est une immigration essentiellement économique, c'est une immigration avec beaucoup de droits, mais sans devoir, aucune contrepartie. Et ce que je déplore par ailleurs, et ce que je dis à travers ce reportage, c'est que finalement, l'immigration d'aujourd'hui, c'est une immigration où nous accueillons tous les étrangers et toute la misère du monde. C'est pour ça qu'on est devenu la ville la plus pauvre de France. On est devenu aussi la ville la plus pauvre de France parce qu'on a accueilli toute la misère du monde. On a accueilli à Roubaix tout ce que Martine Aubry ne voulait pas à Lille et tout ce que l'historique sphère socialiste avait accueilli pendant des années à coups d'allocations et d'aides sociales dans des territoires très pauvres. Et c'est pas mentir que de le dire. C'est pas insulter les pauvres que de le dire. Moi, je suis un fils d'ouvrier. Je le dis dans mon livre. On a vécu dans des conditions pas tout à fait joyeuse. Il y a eu des moments très difficiles. Ma maman est femme de ménage et elle nous a élevés seuls. Nous sommes une famille de 6 enfants et on s'est toujours battu pour faire des études, pour s'élever socialement. Mais il faut quand même le dire. Il y a quand même un problème de culture. Il y a une crise culturelle dans un certain nombre de quartiers, oui, je le dis, qui se transforme effectivement en crise d'identité. Et si nous ne soulevons pas le problème aujourd'hui, demain, le risque, c'est que, comme le disait d'ailleurs l'ancien ministre Gérard Collomb, les gens ne vivront plus côte à côte, mais face à face. Donc moi, je crois en mon pays, je crois à la France, parce que la France, c'est mon pays dans lequel j'ai grandi, le pays qui m'a vu naître et grandir, le pays qui m'a permis, effectivement, de faire des études. Je suis aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, juriste en droit public. J'ai aujourd'hui l'honneur de pouvoir voyager partout en France et transmettre mes engagements, mes sentiments et puis mon savoir au service de la jeunesse de notre pays. Quand on est dans Zone Interdite, on garde à l'esprit cet entretien, cette interview que vous faites dans votre voiture pour dénoncer l'emprise communautariste sur les rues commerçantes. Je pense à la rue Lannoy à Roubaix. Pourquoi des boucheries halal? On vous pose la question, pourquoi des boucheries halal? Et vous répondez comme un cri du cœur, parce qu'on appelle des jeunes à s'exclure de la société française. Ce propos-là, on va vous le faire payer très cher. On ne peut pas impunément s'en prendre au nervis de l'islamisme, semble-t-il. D'abord, répondre à la première question sous-entendue. Sous les boucheries halal, moi, j'ai pas de problème avec la boucherie halal. Par contre, j'ai un problème quand il n'y a que des boucheries halal. Oui, ça pose problème lorsque, à 200 mètres, vous avez 8 fois le même commerce qui, effectivement, représente le commerce communautaire. Mais l'offre, elle s'adapte à quoi, l'offre, en économie? Elle s'adapte à la demande. La demande, c'est quoi? La demande, c'est la responsabilité de nos politiques qui ont abandonné pendant 30 années un certain nombre de quartiers en accueillant toute la misère du monde. C'est tout ce que je dis. Ensuite, vous me dites, ce qui est surprenant, et vous avez raison, c'est que oui, je le dis, on appelle par un certain nombre de signaux très faibles, mais des signaux quand même, des jeunes à s'exclure de la société. Lorsque vous construisez des quartiers, en leur mettant tous les services de proximité, le Petit La Poste, la CAF,
Pôle emploi, la sécurité sociale, et puis parfois le hard discount Aldi ou Lidl. Vous dites quoi à ces jeunes? Venez dans le centre-ville ou restez entre vous? C'est ça le message qui est envoyé à un certain nombre de jeunes. Comment voulez-vous former des citoyens de culture? Comment voulez-vous former des citoyens français qui vont s'assimiler à la nation française si, d'ores et déjà, vous les enfermez dans leur quartier? Donc moi, j'appelle à une logique d'ouverture et j'appelle à ce qu'on puisse, effectivement, insérer un certain nombre de jeunes par la culture et puis remettre de l'ordre aussi. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi responsabiliser un certain nombre de familles. Parce qu'il faut quand même s'inquiéter, à travers ce communautarisme, d'un certain nombre de problèmes qui sont mis sous le tapis depuis des années, la montée de la violence, l'explosion de la violence, l'explosion aussi et la décomposition de la cellule familiale avec une explosion de la cellule familiale et du nombre de familles monoparentales. Vous avez à Roubaix une famille sur 3 qui est une famille monoparentale. Voilà. Et ça, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de toutes les politiques sous Rocard, sous la gauche. Voilà. Oui, mais la question qui se pose aussi, c'est que dans votre ouvrage, vous proposez des solutions et vous dites, voilà, le séparatisme culturel, ce qui rend le séparatisme culturel possible, c'est le séparatisme social. Et alors, vous proposez des solutions. Vous dites, par exemple, maintenir les aides sociales pour les plus pauvres, issus de l'immigration, créer des cours d'enseignement des religions couplés à un cours dédié à la laïcité, ne pas interdire le voile dans l'espace public. C'est les propositions que je retiens. Est-ce que je me trompe? Je l'ai mal lu. Je pense que vous vous trompez. D'abord, sur les 3 propositions que vous venez d'énumérer, c'est absolument pas ça. Je vous invite très sincèrement à bien relire mes 3 propositions dans la société. Vous me posez la première question sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, ce que je dis, c'est que vous avez en France des petits propriétaires, vous avez en France des classes moyennes qui ont toujours le sentiment de devoir payer pour les autres sans jamais rien recevoir en retour. Moi, je me suis rendu compte, à travers mon engagement en tant que juriste en droit public, qu'il faut aider ces classes moyennes, il faut aider ces petits propriétaires qui en ont ras-le-bol d'être rackettés, parce que c'est un racket fiscal. Et pour faire face à ce racket fiscal, ce que l'État est capable d'aller récupérer, eh bien l'État doit aussi être capable de donner en retour. Et pour cela, vous savez que vous avez un fameux scandale, dont d'ailleurs aucun politique ne veut parler sur les plateaux de télévision, c'est le scandale du non-recours aux droits économiques, sociaux et fiscaux. Donc oui, moi je propose la solidarité à la source, c'est-à-dire verser à la source les aides fiscales auxquelles vous pouvez prétendre, parce qu'il y a aujourd'hui vous avez un millefeuille administratif pour demander un droit devant une administration, il faut remplir au moins 14 formulaires. Comment voulez-vous remplir ces formulaires si vous-même vous n'avez pas connaissance de ce formulaire? Verser à la source aussi les droits sociaux et fiscaux, y compris pour les familles très pauvres, parce que vous pouvez sortir des familles de la pauvreté lorsque vous les remettez à jour de leurs droits sociaux, lorsque, en contrepartie du RSA, vous obligez une obligation de formation professionnelle, et à cette condition, si vous ne suivez pas ce contrat, cette obligation de formation professionnelle, oui, il faudra bien évidemment à la fin, et c'est ce que je dis, responsabiliser, il est possible de suspendre les prestations sociales pour ces familles. Ça, c'est le pouvoir d'achat. Il faut bien évidemment être ferme, mais juste avec les plus démunis, ferme avec ceux qui fraudent, ferme avec ceux qui viennent pour profiter, ferme avec ceux qui veulent profiter de notre générosité et de la solidarité de la République. Et puis deuxième point, vous me parlez du voile. Qu'est-ce que je dis dans mon livre? Je dis qu'il faut un ministère des cultes et de la laïcité. Je dis qu'il y a eu beaucoup trop de professeurs qui, par crainte d'être critiqués, par peur, parce qu'ils ne veulent pas finir comme Samuel Paty, ce pauvre professeur qui, à mes yeux, est un héros. Moi, je veux justement un ministère de la laïcité et des cultes pour que l'État assume enfin sa responsabilité. Regardez la loi de 2004 sur le voile à l'école. La loi, elle interdit le port du vêtement religieux à l'école. Sauf que ce n'est pas tout. Qu'ont fait nos politiques? Ils ont adopté une circulaire, laquelle renvoie la responsabilité aux proviseurs et aux enseignants le soin de déterminer si le port du vêtement est religieux. Autrement dit, pas de vague. Pas de vague. Qu'est-ce que je dis? Pour contrer ce pas de vague, il faut une loi. Il faut une loi pour définir ce qu'est l'islamisme. Il faut une loi pour définir ce que sont les idéologies radicales. Il faut que le législateur exerce toute sa compétence, que nos députés et nos sénateurs arrêtent de faire semblant et qu'ils votent enfin une loi pour dire ce qui doit être interdit. Pourquoi? Parce qu'à cette condition, nous pourrons lutter contre l'islamisme aussi
avec nos plus de 4 millions de compatriotes musulmans qui subissent aussi l'islamisme. Vous avez aussi un certain nombre de compatriotes musulmans qui prient à Allah, qui ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore, et qui en ont assez aussi de cet islamisme rampant, qui veulent lutter contre l'islamisme. Mais donnez-leur les outils pour lutter contre l'islamisme. À Roubaix, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous pensez que c'était comme ça, vous? C'était pas comme ça. Les salafistes, quand ils sont arrivés au cours des années 90, et encore, certains disent que ce n'est pas des salafistes, beaucoup disent que ce sont des wahhabites, proches de l'idéologie de l'Arabie saoudite. Mais ils sont arrivés qu'au cours des années 90. Mais avant eux, il y avait quand même nos parents et nos grands-parents. C'était qui, eux? Eux, c'était des Français. C'était des républicains. Ils aimaient la France. Ils aimaient la France et ils disaient, d'ailleurs à tous les pratiquants, à tous les croyants, qui venaient dans les mosquées, c'est pas les mosquées le problème, ils leur disaient, vous devez d'abord respecter la République. La République est au-dessus. Je ne me tairai pas, vous en apportez encore la preuve aujourd'hui. Ce témoignage est important. Vous l'avez dit, vous êtes juriste en droit public. Vous avez votre mère, vous avez vos frères et sœurs. Est-ce que vous ne regrettez pas un instant, en ayant pris ce combat face à l'islamisme, briser l'omerta, est-ce que vous ne regrettez pas le temps où vous étiez gardien de but, arbitre de foot, dirigeant du centre de formation du LOSC, membre du comité de direction du LOSC, le LOSC c'est bien évidemment l'équipe de Lille, jusqu'en 2022, le monde du sport. Le monde du sport, sans clientélisme, sans communautarisme et sans radicalisation. On ne parle pas du même sport, là, pour le coup. Moi, effectivement, j'étais arbitre de football parce que je voulais faire respecter l'autorité. D'ailleurs, je veux saluer l'ensemble de mes collègues arbitres qui, aujourd'hui, je le dis, c'est très difficile d'aller arbitrer dans un certain nombre de quartiers parce qu'ils ont peur de se faire frapper, parce que les agressions envers le corps arbitral sont de plus en plus conséquentes et donc ça reflète un mal-être. La question de la radicalisation dans le sport, elle n'est pas nouvelle. C'est juste que nos politiques veulent fermer les yeux à coups de subventions, à coups de fêtes, pas de vagues, et puis aux élections municipales, votez pour nous. Voilà, ça c'est tout ce que je dénonce dans le livre. C'est ce que je dis avec des exemples concrets et il est encore possible d'agir. Donnez-nous les moyens, on va s'en occuper. Le problème, c'est que la République ne fait pas confiance aux vraies personnes en qui elle devrait avoir confiance. Je dis dans mon livre une chose qui est très importante. Et je suis très étonné que vous ne m'ayez pas posé la question. Je dis dans mon livre qu'il faut œuvrer pour la réconciliation. Qui s'est battu pour la République? Qui était musulman? Qui priait Allah et qui aimait la France? À Roubaix, ce sont en particulier les harkis et les supplétifs de l'armée française. Moi, je ne suis pas fils de harki. Toute ma famille était au FLN, si vous voulez savoir. Et pourtant, d'ailleurs, quand je vais en Algérie, on m'appelle l'immigré. On ne me considère pas comme un Algérien. Mais je respecte ma famille et ils doivent respecter mon engagement. La République a fait le choix d'abandonner ses alliés. Elle a fait le choix de laisser, par exemple, souvenez-vous, les combattants harkis dans les camps à Rivesaltes, avec des sommes aujourd'hui, des indemnisations totalement ridicules, dérisoires. La République a fait le choix de ne pas travailler avec ses propres citoyens. Elle a fait le choix de laisser dans un certain nombre de quartiers l'islamisme, le salafisme, l'idéologie des frères musulmans se développer. Donc il ne faut pas rejeter la faute sur les musulmans. Parce que les musulmans de France, eux, ils en ont assez. Les vrais musulmans, les vrais patriotes, les vrais républicains, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de ces gens qui viennent vous imposer une culture qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la nôtre et qui ne sera jamais la nôtre. Voilà pourquoi je me suis engagé. Voilà pourquoi j'estime que la France doit rester la France, elle doit être ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été, elle doit être cette terre qui a accueilli nos parents et nos grands-parents, elle doit être cette terre de culture qui doit rester ce qu'elle est et qui doit bien évidemment rappeler que la République sera toujours au-dessus des religions. C'est pour ça que je m'engage, c'est pour ça que je ne me tairai pas, quitte à subir des menaces de mort, parce que j'ai 26 ans, vous l'avez dit, parce que je suis menacé de mort, parce que ma vie n'est plus la même, que non, je ne regrette pas mon engagement, que je sais que ça me coûte beaucoup. Effectivement, j'ai dû faire un certain nombre de concessions, mais je le fais pour que la génération de demain, pour que les enfants, ma nièce et mon neveu, puissent comprendre dans quel pays ils ont aujourd'hui mis les pieds. Dans ce pays qui est la meilleure réponse face à l'islamisme. Merci beaucoup, Amine Elbaï. On a parlé, il faut retrouver dans le livre, il y a beaucoup d'autres choses, des engagements aussi politiques, parce que vous avez fait le choix aussi d'être candidat, les Républicains, d'être candidat à Roubaix, de soutenir, d'être orateur national de ce parti. Enfin, beaucoup d'engagements aussi, autres que ceux que nous avons évoqués. Menacé de mort, il brise l'omerta face à l'islamisme. Je vous invite à retrouver ce livre sur tvl.fr dans notre boutique de TV Liberté. Merci à vous. Merci.